Fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Africable Télévision et dans votre émission politique Le Débat. Et cette émission de ce soir va clore justement notre série d'émissions consacrées au léger report de l'élection présidentielle qui était initialement prévue pour le mois de février 2024. Les raisons ont été avancées par le gouvernement de la transition le lundi 25 septembre. Notamment, 3 grandes raisons techniques ont été annoncées qui justifieraient justement le report de cette élection présidentielle. Quelles sont les implications de ce report? Est-ce que c'est un non-événement pour certains? Est-ce que pour d'autres c'était sans surprise? Ou encore pour d'autres c'était avec beaucoup de surprises? De toutes les façons, avec nos invités ce soir, mesdames, messieurs, nous allons tenter de trouver des réponses à toutes les interrogations que ce léger report justement a soulevé au sein de l'opinion nationale et internationale. Merci une fois de plus pour votre fidélité au programme d'Africable Télévision. Et pour en parler ce soir, mesdames, messieurs, nous sommes avec le docteur Amadou Albert Maïga, membre du CNT, Conseil national de la transition. Docteur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Dissa, merci pour l'invitation. Bonsoir à ce charmant public et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Mali et bien entendu aussi à l'extérieur du pays. Que Dieu assiste le pays et par la même occasion je souhaite une très bonne rentrée parlementaire aux membres du Conseil national de transition. Que Dieu bénisse le Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation, honorable Maïga. Notre second invité est M. Youssouf Daba Diawara, coordinateur national de CEMAS. M. Diawara, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Dissa. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Donc je profite de votre micro pour saluer les frères qui sont déjà là. Et je salue la salle et tous les Maliens qui nous regardent ce soir. En tout cas, merci d'avoir accepté pour la première fois notre invitation. C'est la première fois qu'on fait émission ensemble. Effectivement, c'est une première et j'espère que ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci bien. Notre troisième invité est M. Chekne Kamara, président du parti NCA, la Nation commune avance. M. Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Dissa. Bonsoir aux camarades du NCA massivement présents dans la salle. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et également à l'ensemble de nos forces armées et de sécurité qui donnent leur poitrine au quotidien pour que nous soyons en sécurité. Et également, je profite de cette occasion pour saluer alors l'ensemble du corps professoral, l'ensemble de l'administration scolaire, l'ensemble des élèves et des parents d'élèves du Mali en cette veille de rentrée 2023-2024. Et j'ose espérer que cette année sera une année apaisée et également une année qui renforcera l'éducation, la formation de nos enfants dans l'intérêt de tout un chacun de nous. Bonne année scolaire à l'ensemble des Maliens. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, M. Kamara. Notre quatrième invité est M. Aboukari Diko, premier vice-président du parti ILMA. M. Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Robert et merci pour l'invitation. Bonsoir, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tout le public, à toutes les personnes qui nous regardent actuellement, qui nous écoutent aussi. Et aussi un clin d'œil à nos femmes voilà, qui sont là pour les pays. Donc nos accompagnements ne tarderont pas. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Diawara, le lundi 25 septembre, par un communiqué, le gouvernement nous a fait savoir le report de l'élection présidentielle qui était prévu, le premier tour, dont le premier tour était prévu pour le 4 février 2024. Alors, c'est dans un communiqué avec des raisons qui justifieraient justement ce report-là. Mais avant même de donner les raisons justificatives du report, le communiqué commence par cette grande idée quand même que dans le chronogramme désormais de la transition, il ne restera que l'élection présidentielle pour passer à l'ordre constitutionnel rapidement. Est-ce que c'est une décision que vous saluez? Ok, merci Dissa. Et pour rentrer directement dans les débats, moi je dirais simplement que c'est un fuite en avant des autorités de la transition qui sont actuellement là. Parce que depuis un certain moment, on était tous d'accord qu'on ne pouvait pas organiser les élections par rapport au chronogramme qui avait été défini. Maintenant, vouloir laisser les autres élections
et organiser l'élection présidentielle qui boucle la transition et maintenant dire que ce sera un léger report sans donner de date fixe, pour nous c'est un fuite en avant et ça montre que ça fait depuis 3 ans ce que le peuple malien avait demandé et confié à ces hommes et femmes qui sont là actuellement pour gérer le pays et relever ces défis, ils n'ont pas pu le faire. Donc pour nous, ça montre qu'ils ne sont pas capables de pouvoir relever les défis que le peuple malien les a confiés. Et ça fait 3 ans qu'on est là et nous pensons aujourd'hui qu'il faut un changement catégorique de la transition. C'est ça notre position. On a vu que les gens sont en train de dire qu'on veut aller aux élections. Ce n'est pas forcément aller aux élections. Mais on a fait un constat qui est très clair, qui montre que les autorités qui sont là actuellement n'ont pas la capacité de pouvoir relever les défis que les Maliens les ont confiés. Donc pour nous, on doit catégoriquement changer. C'est pour ça que nous demandons une transition civile. Et maintenant, comment mettre une transition civile en place? Je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Notre position est claire. 3 ans, il n'y a pas eu d'avancée, donc il faut un changement. D'accord. Alors, docteur Maïga, dans l'ordonnancement du communiqué, alors certains ont relevé que normalement l'annonce en fait, du report de la présidentielle devrait être justifiée avant même de dire aux gens la présidentielle reste la seule échéance électorale, le restant de cette transition. Pour d'autres, c'est le signe même de la lassitude en fait, chez les autorités de la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que pour ceux qui veulent réellement comprendre, qui ont éventuellement l'amour de ce pays, comprennent aisément que le gouvernement quand même a eu une démarche participative avant de se prononcer. Je fais allusion à la lettre en date du 25 juillet 2020 du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation envoyée aux acteurs de la société civile et aux acteurs politiques pour leur demander de se prononcer sur le séquençage éventuellement des élections et cela avant le 3 août. Et il y a eu une rencontre aussi le 9 août 2023, rencontre au cours de laquelle les uns et les autres se sont prononcés. Il y a eu des tendances majoritaires où des gens ont demandé qu'on passe d'abord par l'élection présidentielle pour sanctionner la fin de la transition. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il faut peut-être proroger la transition de 6 à 18 mois, si j'ai bonne mémoire. Donc, et à la lumière de ça, le gouvernement, le ministère quand même avait dit qu'après, ils allaient éventuellement les revenir pour leur dire ce qui a été décidé. Maintenant, je vous écoute et cela ne veut pas dire que le pouvoir de décision vous revient de droit. Et c'est pourquoi le gouvernement est sorti pour dire qu'il y aura un léger report. Léger report, on suppose que ça ne prendra pas assez de temps. Et quand on regarde cette démarche participative que le gouvernement a eu à faire sur les plus de 270 partis, 271 pour être beaucoup plus précis, il n'y a que 81 qui ont répondu. Et suivant la réponse de ces 81 partis, les tendances majoritaires qui se sont dégagées, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc pour dire éventuellement que le gouvernement quand même est dans, bien entendu, une logique de pouvoir sanctionner la fin de la transition par l'organisation des élections présidentielles. Et surtout que l'article 22 de la charte de la transition dit que la fin des élections sera sanctionnée par la mise en place d'un président démocratiquement élu. Donc si éventuellement déjà le gouvernement fait fi des autres élections pour aller directement à l'élection présidentielle, cela émane tout simplement d'une volonté du gouvernement de vouloir sortir éventuellement de cette transition. Maintenant, les interprétations des uns et des autres, c'est vraiment un choix personnel. Mais pour ma part, j'ai l'ultime conviction que la voie à suivre, c'est quand même la sortie, bien entendu, de la transition. Et nous travaillons pour cela. Et par la même occasion, je tiens à le dire, que les acteurs politiques comprennent que le processus est déjà enclenché. Il y a déjà un site web, le www.ralmali.ml. À travers ce site, déjà, il y a la révision annuelle des listes électorales qui a déjà commencé et elle est tout simplement individuelle, volontaire. Tout le monde peut aller sur ce site et éventuellement commencer déjà à apporter des modifications à leur lieu de vote ou centre de vote, ou même ceux qui sont décédés, les retirer tout simplement du fichier électoral. Donc cela est le 5e point du communiqué du ministre de l'administration territoriale. Donc déjà il a fait un communiqué, il avait donné des indications et il a déjà commencé. Je pense qu'on est arrivé à un certain moment où il faut se faire confiance, se regarder et se dire certaines vérités. Le gouvernement a parlé, le gouvernement est dans son rôle, le gouvernement a
donner des indications, et ces indications, nous les voyons déjà. Je défie tout le monde dans cette salle qu'ils prennent juste leur téléphone et qu'ils partent sur ce site. Ils voient tout simplement déjà que le portail est ouvert et éventuellement, les gens peuvent déjà procéder à la modification éventuellement de leur lieu ou centre de vote, ou même enlever certains, ou même ceux qui ont éventuellement l'âge de voter et tout. Donc tout est déjà dedans. Voilà. D'accord. Maintenant, pour finir le fond, bien sûr, peut-être si je peux rentrer dans le fond, ou s'il faut attendre un autre tour de table. Le fond, c'est-à-dire le contenu du communiqué du ministre de l'Administration. On va parler, on va faire un tour de table justement sur ce que vous pensez des raisons techniques avancées. Mais pour l'instant, M. Diko, nous sommes à l'analyse justement de l'annonce qu'il n'y aura plus comme élection que la présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, merci Dissa pour cette question très pertinente. Et je voulais d'abord rappeler et surtout profiter pour rectifier en fait ce que M. Albert a dit concernant le cadre de concertation politique. Parce que moi je me rappelle, nous avons participé et l'ensemble de la classe politique, en tout cas tous les partis sérieux ont participé à cette rencontre. Et aussi la rencontre avec la société civile. Et la majorité ont exprimé à ce que les élections présidentielles se tiennent à date. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un fait majoritaire, c'est que la majorité a exprimé aussi à ce que les élections présidentielles soient une priorité. Et après, que l'administration fasse en sorte qu'il y ait au moins des élections intermédiaires, soit des élections communales, soit des élections législatives. Donc ça, ce sont des faits qu'il faut rappeler. Et c'est important de les rappeler sur ce plateau. À la suite de cette consultation, je pense que l'administration territoriale avait promis à la classe politique, à la société civile, de revenir vers eux pour qu'enfin, ensemble, que nous pouvons tirer conclusion des différentes recommandations, des choix stratégiques qui ont été faits, soit ensemble, soit la décision prise par le gouvernement, mais en tout cas, ensemble de voir les motivations, les raisons qui motivent ces choix stratégiques. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas été fait. Jusqu'à preuve de contraire, en tout cas, nous n'avons pas reçu, jusqu'à preuve de contraire, des invitations pour aller dans une rencontre avec l'administration territoriale pour enfin discuter sur les choix stratégiques qui est de prendre que les élections présidentielles comme élections prioritaires. Dit ça, en fait, le choix uniquement que des élections présidentielles, cela dénote plusieurs choses. Dans un premier temps, cela dénote que tout ce que le gouvernement a planifié comme chronogramme, pratiquement n'a pas été tenu. Non seulement les élections locales, communales, les élections des régions, les élections districtales, les élections des députations, tous ceci ont été planifiés. Cela dénote aussi que pratiquement tous les chronogrammes qui ont été planifiés est pratiquement un échec. Donc aujourd'hui, on constate non seulement le délai des élections présidentielles ne vont pas se tenir à date, donc cela fait de facto une prolongation à la transition, sans la consultation au préalable des forces vives de la nation, c'est-à-dire la classe politique, la société civile, personne n'a été consulté. Donc, moi je pense qu'une décision comme ça, elle n'est pas salutaire. Non seulement elle n'est pas salutaire, mais aussi elle est gage d'un manque de respect, elle est gage d'un manque de non-engagement par rapport à sa parole donnée, qui est une valeur fondamentale au Mali. Et cette valeur fondamentale, je pense qu'on nous a inculqué depuis le bas âge. Depuis à l'école, dans nos familles, partout. Et d'ailleurs, ce sont ces valeurs fondamentales que nous inculquons à nos militants, à nos sympathisants. Et donc, je pense que nos autorités, nous, en tant que responsables politiques, nous devons être exemplaires en la matière. Nos autorités doivent être exemplaires en la matière. Ces engagements ont été pris face à la communauté internationale. Ces engagements ont été pris face à la communauté interne, face aux Maliens. Et donc, je pense qu'elles doivent être tenues. Passer uniquement aux élections présidentielles, je pense que ce n'est pas une décision qui est salutaire. Et puis, dit ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les mêmes pratiques que nous avons constatées depuis une dizaine d'années, qui consistent à dire que quand le président est élu, et que de facto, ça a une incidence, a un effet majoritaire sur toutes les autres élections. Et on s'est dit, au moins, pendant cette phase de transition, ça va être une opportunité, au moins enfin, de donner l'opportunité aux Maliens de choisir valablement, je dis bien valablement, leurs élus à tous les niveaux, au niveau local, au niveau législatif et
aussi au niveau national, les donner la possibilité de choisir valablement les élus, afin qu'il n'y ait pas d'emprise du roi du jour. Et là, ce qui va se passer, c'est que les autorités vont faire fi de toutes les autres élections intermédiaires et qui vont élire le président, le prochain président, et le prochain président qui va aussi élire les autres élus, et avec une indépendance. En fait, c'est pratiquement la case de départ qui va arriver. Donc je pense que cette décision, et je demande solennellement aux autorités de transition de revenir sur cette décision. D'accord. Monsieur Camara, l'élection présidentielle est désormais la seule au programme. Voilà, concernant le chronogramme sous cette transition, une décision que vous saluez. Merci, M. Dissa. En fait, je crois que ça a été relevé dans les propos des uns et des autres. La classe politique a été consultée. Et nous, au sein de notre parti, effectivement, dans la correspondance que nous avons adressée au ministre d'État en charge de l'administration, nous avons souhaité qu'on fasse fi des autres élections et qu'on aille directement à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire que cette décision, en réalité, s'inscrit en droite ligne de l'orientation politique que notre parti avait souhaité. Maintenant, il est clair que face à la situation, au contexte, chacun peut avoir des raisons d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais nous pensons que, compte tenu de tout cet ensemble de facteurs, crise sécuritaire, difficultés, n'est-ce pas, cette crise sécuritaire a impacté la vie même de la nation, de façon générale. Donc, de sorte que, aujourd'hui, la décision qui a été prise d'aller directement vers l'élection présidentielle, nous la saluons. Maintenant, le fait qu'on dise du coup qu'il faut reporter la date de ces élections-là, ça peut heurter quand on se met dans une certaine logique. Mais moi, je pars toujours du principe que nous, les citoyens lambda, entre guillemets, nous sommes certes des acteurs politiques, mais nous ne sommes pas dans la décision. Nous ne sommes pas impliqués dans la gestion au quotidien de l'État. Donc, de ce point de vue, nous pouvons avoir une appréciation partielle, parcellaire, pour ne même pas dire superficielle, de la situation qui prévaut. Mais ceux qui ont la réalité de pouvoir de l'État, qui sont dans la décision au quotidien, ont une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, beaucoup plus approfondie, et de sorte que on peut, de bonne foi, estimer que, alors, la décision qu'ils prennent, au nom de tout un chacun de nous, s'inscrit dans le sens de l'intérêt général. C'est clair que on parle de, n'est-ce pas, de report, d'un léger report. Donc, ce léger report, cet adjectif léger, j'imagine, n'a pas été choisi au hasard. Parce qu'en français, les mots ont un sens. Maintenant, ce léger report-là, je souhaite que la classe politique dans son ensemble, à commencer par notre parti, puisse souffrir d'accepter que ce report-là se fasse pour qu'on puisse sortir de cette période de transition à travers l'élection présidentielle. Une fois que le président sera élu, nous pensons que, alors il aura la légitimité populaire, la responsabilité historique d'organiser les autres élections, de faire en sorte que notre État puisse fonctionner le plus normalement du monde. D'accord. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer ici la présence dans la salle de M. Pablo, vice-président de NCA, et tous les cadres de NCA présents ici. Nous saluons les militants de Yelema, les militants également de SEMAS et les amis de l'honorable Maïga. Nous sommes en plein débat ce soir, hein. Comme je l'ai annoncé, c'est le débat phare qui met fin à l'édition spéciale que nous avons consacrée au sujet. Alors maintenant, nous allons voir les trois raisons techniques avancées et
Nous aimerions avoir l'avis de chacun sur cela. D'abord, on nous parle de la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation de délai entre les 2 tours de la présidentielle. La seconde raison technique avancée, c'est la prise en compte par l'EJ des résultats de la révision annuelle des listes électorales et enfin la gestion de la prise en otage de la base de données du avec M. Diawara. Merci. Et de notre côté, nous pensons que les raisons qui ont été avancées par le ministre de l'administration territoriale ne sont vraiment pas convaincantes. Parce que quand il parle de la loi électorale, moi je me rappelle très bien, la CMS a été invitée à donner sa position et ses propositions par rapport à la loi électorale au niveau du CNT. On est parti, on a fait des suggestions, des propositions, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Donc ça, c'est par rapport à la loi électorale, ça montre que ce que nous disons, nous ne le disons pas au hasard. Parce qu'on a dit ici clairement que nous pensons que les gens, les hommes qui sont là aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de pouvoir relever les défis. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que pendant 3 ans, la loi électorale a été modifiée. Avec l'accord avec tout le monde, les gens ont participé et les gens ont fait des propositions. Jusqu'à présent, ces propositions n'ont pas été tenues. Et à l'ère où nous sommes, on nous dit encore que la loi électorale doit être révisée, ou bien il y a des problèmes au niveau de la loi électorale qu'on doit revoir. Donc nous pensons que ceux qui sont là-bas pour travailler sur ces aspects ont failli à leur mission. Ça, c'est par rapport à la loi électorale. Maintenant, par rapport à l'EJ, dès le départ, on a dit que la mise en place de l'EJ, la façon dont ça a été effectué, nous ne reconnaissons pas dans ça. Parce qu'on a vu que les gens qui ont été choisis par tirage au sort. Et l'application maintenant, le travail qu'eux ils devaient faire, on a vu que c'est l'administration territoriale qui est en train de jouer ce rôle. Donc dès lors, on a dit que l'EJ qui est là actuellement ne peut pas répondre aux critères, ne peut pas répondre à l'attente des Maliens. On a averti, on a fait des communiqués par rapport à ça. Maintenant, par rapport au troisième point, qui est par rapport au fichier, on a vu le ministre de l'administration territoriale accompagné du ministre de l'Intérieur qui sont sortis à la télé pour dire qu'ils vont corriger le fichier qui est là avec l'appui d'une société allemande. Donc, et maintenant il nous sort pour nous dire qu'il y avait des problèmes au niveau du contrat avec la société française qui a pris en otage nos fichiers. Ben, nous nous demandons maintenant pourquoi eux, ils avaient choisi alors les Allemands pour pouvoir traiter ces fichiers. Donc la question qu'on doit se poser maintenant, qu'est-ce qu'ils ont voulu jouer avec la société française qui nous a amenés aujourd'hui là où nous sommes? Parce qu'on a vu que les Maliens sont sortis pour aller faire leur avec, pour aller corriger, donner toutes les informations nécessaires pour la correction. Et cela n'a pas été pris en compte. Et il y a eu de l'argent qui a été déboursé par rapport à ça. Donc nous voulons aussi que s'ils veulent faire l'audit de la société IDEMIA, on doit faire aussi l'audit par rapport à la société allemande qui a reçu de l'argent pour des objectifs clairs qui n'ont pas été atteints. Donc pour nous, toutes ces raisons, c'est fait exprès pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, parce que si nous parlons de fichiers, il faut qu'on soit clair. Pour faire un fichier au Mali, c'est minimum 3 ans. On a vu avec a pris combien de temps? Maintenant, avec l'insécurité qui est là, si on veut faire encore un nouveau fichier, mais on est parti pour 5 ans. Donc, ou 10 ans, je ne sais pas. Maintenant, pour nous, il faut qu'on sorte de tout ça. On est d'accord qu'il y a des réformes à mener. Mais ces réformes-là doivent être menées par des hommes qui sont vraiment à la hauteur de la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali. Donc pour nous, toutes les raisons qui ont été avancées par les autorités, nous disons que ce ne sont vraiment pas des raisons valables pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais j'incombe la responsabilité aux hommes et aux femmes qui sont aux manœuvres, qui sont actuellement en train de gérer le pays. Donc pour nous, il faut un changement catégorique de la transition des hommes qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils ont failli à leur mission. D'accord. Honorable Maïga, oui, sur les 3 raisons techniques avancées par le gouvernement. Ok, sur les 3 raisons, mais d'abord je tiens à aussi rectifier mon ami du parti Élément qui peut-être a transposé un peu ce que j'ai dit. Très sincèrement, il y a eu la concertation, il y a eu des lettres qui ont été envoyées, mais le parti Élément n'a pas répondu. Et je tiens cette preuve de vous-même lors d'un débat récent, vous l'avez dit sur le plateau que vous n'avez pas répondu à la lettre. Et j'espère que vous allez le dire devant ce public aussi, que le parti Élément n'a pas répondu à la correspondance. Ensuite, ce que j'ai dit par rapport à la tendance, écoute, sincèrement, moi je tiens ça de la chaîne nationale. Hein. Si vous ne regardez pas la chaîne nationale, c'est vraiment pas de ma faute.
Voilà, donc je voulais quand même rectifier ça. Par rapport à la loi électorale aussi, et c'est vrai que le CNT a écouté la CEMAS, nous avons reçu des réponses de la CEMAS, mais sincèrement, si ces réponses, si on devrait les appliquer, le pays là allait disparaître. Il faut être sincère. Il faut accepter le principe de contradiction, c'est dire que des fois, on propose des choses, mais d'autres aussi proposent mieux. Nous avons écouté les forces vives du pays, nous avons pris les meilleures propositions possibles, et c'est ce que nous avons adopté, c'est ce qui nous a permis quand même d'aller au référendum. Et la révision de la loi électorale, après la nouvelle constitution, s'imposait pour tout observateur politique. Pour tout observateur politique. Ça, ce n'est pas nouveau, sincèrement. On ne va pas réinventer la roue. Maintenant, en ce qui concerne les points éventuellement évoqués par le ministre de l'administration territoriale, la société IDEMIA, au lieu de nous demander d'auditer la société IDEMIA, il faut peut-être faire la genèse de tout ça. En 2001 jusqu'en 2014, le passeport malien était confectionné par une société canadienne, Canadian Bank Notes. Et en 2014, nous avons tous vu dans la presse, et bien entendu, un dîner autour d'une table avec le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, Lidria et Macron. Et on sait ce qui s'est passé. Un ministre français a joué de son pouvoir, éventuellement appuyé de son pouvoir pour imposer au Mali l'obtention d'un contrat par une société française, Ouverture Technologie, et qui par le temps a évolué et a fusionné avec une autre société pour donner naissance à IDEMIA le 28 septembre 2017. Et l'autre contrat a été obtenu en 2015. Et à partir de là, qu'est-ce que la société fait? Nous avons fait un contrat avec la société, mais malheureusement, chaque fois, je ne sais pas si les uns et les autres se rappellent ici, les recensements se faisaient avec des grosses des mallettes ou des valises de mallettes tout, un peu volumineux. Et après, ils évoluent le système, il vient avec des ordinateurs. Et chaque fois que le système évolue, il demande à l'État un avenant du contrat, et ce sont des montants supplémentaires que nous payons. D'ordinateur, il passe maintenant aux tablettes. Et à chaque fois qu'il passe, ils disent que le système a évolué et on est obligé encore de débourser encore des frais supplémentaires. C'est comme les iPhones. À chaque fois, il y a une mise à jour et à chaque fois, le système évolue. Donc, ce système évolutif, bien entendu, est une forme d'escroquerie parce que le premier contrat, si vous passez sur la base de 10 milliards, vous allez retrouver peut-être à la fin à 20 milliards. Et à chaque fois que le processus doit s'arrêter, vous allez constater qu'ils vont encore amener un autre système pour dire que le système a évolué. Il faut du matériel, il faut encore former les hommes sur ça. Or, sur la base du contrat, ce n'était pas ce qui était prévu. Et c'est pourquoi l'État a demandé au bureau du vérificateur général d'auditer, en tout cas, cette affaire, et c'est ce qui a relevé plus d'une dizaine d'irrégularités, notamment 15 irrégularités. Eux, ils nous parlent de contrat. Nous, on parle d'irrégularité, de la loi, la législation malienne. Avant tout, il faut d'abord être fier de ce que nous sommes. Nous parlons de nos lois. Nous avons mis des lois ici, nous sommes en train de prendre des Maliens, nous sommes en train d'épingler des Maliens parce qu'ils ont fait des choses contraires à la loi. Et ce n'est pas une société française qu'on va laisser passer. Donc, il y a une première révision de liste entre octobre et décembre 2022. Le fichier a été actualisé, corrigé, et c'est ce qui nous a permis d'aller au référendum, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc nous sommes passés au référendum, et maintenant si nous voulons passer à l'élection du président, il faut forcément encore une nouvelle révision de la liste électorale. Et entre-temps, la société, sachant bien que le délai est là, a tout simplement refusé maintenant de donner le mot de passe pour qu'on puisse procéder éventuellement à la modification et à la prise en compte, bien entendu, de la révision de la liste électorale. Voilà où se situe le problème. Et tout de suite, on est pris de vitesse, on ne peut pas régler ça tout de suite. Il faut peut-être demander un léger décalage pour éventuellement régler ce problème-là et le plus tôt possible. Et sur instruction du président, il a été demandé éventuellement que la base des données soit purement à la charge du Mali. Quoi de plus normal que de demander à ce que nos données personnelles, qui quand même est un caractère extrêmement sensible, si ce n'est pas au Mali, on n'a jamais vu un pays aller signer un contrat pour la confection de passeports dans un pays étranger. Tenez-vous bien, M. Dissa, ce contrat, nous l'avons signé en France, à Paris, avec cette société. C'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de problèmes, mais on ne peut pas sortir éternellement pour expliquer tout ça. On essaie des fois, en douce, de régler des problèmes, mais quand ça ne va pas, il faut sortir pour parler au peuple. C'est ce que le ministre a fait, c'est ce que le gouvernement a fait en communiquant. Quoi de plus normal que d'expliquer au peuple réellement la source du problème? Et moi, je défie quiconque qui puisse éventuellement me prouver le contraire. Et il y a quand même des Maliens qui sont conseillers Afrique de l'Ouest de ces sociétés françaises, ces sociétés étrangères dont je vais taire le nom.
Donc pour vous dire que ce sont entre autres quelques problèmes qui sont là. Mais le gouvernement a déjà communiqué et a dit que rapidement nous allons remédier cela. Et ça a déjà commencé à travers la plateforme que je vous ai indiquée, à travers le www.ralmali.ml, qui est déjà une plateforme qui prend en charge la révision de la liste électorale. Donc les partis politiques ou mouvements ou acteurs politiques maintenant demandent à leurs militants s'ils en ont réellement. Parce que d'autres sont des suiveurs. Ils vont trop parler. Au moment de l'élection présidentielle, ils vont aller s'ajouter à quelqu'un pour dire que non, on n'est pas prêt à cela. Et encore, c'est eux qui font réellement du bruit. Donc moi, je pense qu'il est temps de sortir de cela, de faire confiance aux autorités. On n'a que ce pays. C'est ensemble qu'on peut gérer ce pays-là. Donc qu'ils aillent maintenant demander à leurs militants d'aller se faire enrôler et de procéder à la modification de la liste. Maintenant, les dispositions législatives. Le CNT fera sa rentrée parlementaire demain, Inch'Allah. Et à partir de là, le gouvernement va nous envoyer des projets de texte. Maintenant, si cela nécessite à ce que nous écoutons encore les acteurs politiques par rapport à la modification de la loi électorale, on va encore les appeler, les écouter. Maintenant, leurs propositions qu'ils vont faire, nous allons puiser quand même des propositions, nous allons faire la somme de ces propositions et tenir compte vraiment des meilleures propositions. Et voilà ce que nous avons fait, voilà ce que le CNT a toujours fait. Donc pour dire que les raisons évoquées par le MADT sont des raisons valables, et j'ose espérer que nous allons aller rapidement parce qu'il a parlé de légers reports. C'est fait le cas au référendum, il a parlé de légers reports. De mars, nous nous sommes retrouvés en juin, et je pense que l'État a quand même joué franc au niveau du référendum. Donc acceptons maintenant de leur accorder ce léger report et de voir éventuellement dans l'avenir ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, critiquer, c'est toujours bon. Mais quand on critique, à mon avis, il faut proposer des solutions. Et là, je ne parlerai même pas de l'aspect sécuritaire. Tous ces acteurs politiques qui veulent tout de suite aller aux élections, est-ce qu'ils peuvent aller tout de suite aller battre campagne à Kidal? Il y a le processus de retrait, de rétrocession des camps de l'aménagement qui est en cours. Quand on va leur dire que demain ce sont les élections, ils seront les premiers à dire qu'on n'est pas prêt encore. Ils vont parler de l'aspect sécuritaire. Ils le disent qu'on aurait pu parler de l'aspect sécuritaire. Parce que nous, on se dit, en tout cas le gouvernement s'est dit, peut-être que d'ici le 31 décembre, on aura fini avec tout ça. Le Mali aura récupéré les bases occupées par l'aménagement. Et peut-être qu'il y aura un début de solution à l'insécurité. Et cela pourra éventuellement permettre aux uns et aux autres d'aller vaguer librement et de faire leur élection. On parle d'élection pendant que nos soldats sont en train de mourir. Je ne vais pas dire, parce que quand on va parler de ça, ils viendront dire qu'ils ne veulent pas partir. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pour tout simplement dire qu'il y a d'autres raisons aussi, il faut qu'on se comprenne. Et pour dire que cela n'a pas été imposé, on parle de consulter les forces vives. Les corps vives ont été consultés lors des assises nationales de la refondation, qui quand même ont demandé que la transition puisse peut-être se dérouler entre 6 mois à 5 ans. Mais même si le gouvernement n'a pas choisi la fourchette de 5 ans, on est allé à 24 mois. Si on demande un léger report, très sincèrement, j'estime qu'on doit leur accorder cela et arrêter de se prendre les pieds et se prendre les mains. Voilà comment on construit un pays. Je vous remercie. Monsieur Diko. Merci, M. Dissa. En tout cas, je voulais juste, sans rentrer dans le ping-pong, mais rectifier que moi, je n'ai jamais dit sur un plateau que Yeleman n'a pas participé à une concertation. Et je demande à Albert d'aller fouiller dans les PV de concertation. Partout, à chaque fois que Yeleman a été appelé, Yeleman a répondu. On a répondu par courrier. La plupart des cas, on est présent. Et je voulais juste rebondir sur tes questions. Votre avis sur les raisons techniques avancées? Alors, sur les raisons techniques avancées, déjà, vous savez, on nous a, en écoutant les uns les autres, on nous a vendu, en fait, on nous a rassuré la maîtrise de l'environnement sécuritaire par les armes. Ça, c'est un premier aspect. On nous a rassuré qu'il y a un chronogramme. Comme quoi, toutes les élections sont planifiées et vont être réalisées. Aujourd'hui, on nous fait savoir qu'on ne peut rien réaliser. Absolument rien, à part le référendum. Pratiquement toutes les élections ne vont pas être réalisées, y compris les élections présidentielles à date. Et on nous a promis que désormais, nos fichiers électoraux seront à notre destinée. Et aujourd'hui, nos bases de nos fichiers électoraux sont à la main d'une société étrangère, qui est une société allemande. Et aujourd'hui, on nous fait croire que nos données sont prises en otage. Et ça, c'est des faits. Maintenant, pour revenir à votre question, proprement dite, il y a 3 raisons qui ont été évoquées. La première raison, c'est la mise à jour de la loi électorale par rapport aux dispositions constitutionnelles. Et je voulais juste rappeler que tous ces séquencements
était déjà planifié. On savait que si on part à la 4e République, qu'on allait être obligé de revenir sur la loi électorale, pas seulement la loi électorale, mais d'autres lois organiques et d'autres lois structurelles, plein de lois, pour que ça puisse être mis en fonction des dispositions constitutionnelles. Et donc, l'argument qui tient à dire qu'il faut mettre la loi électorale en fonction de la loi constitutionnelle, je voulais quand même rappeler les uns les autres que les seuls dispositifs qui se trouvent en déphasage entre la loi électorale et la loi constitutionnelle par rapport au chapitre des élections présidentielles, ce n'est ni plus ni moins qu'entre les 2 tours, on passe de 2 semaines et on va à 3 semaines. C'est uniquement ça, dit ça. Et ça, je pense qu'en une journée de travail, avec 150 parlementaires au CNT qui sont payés à des coûts de millions, à des plus de, je pense, 2 millions, peut-être il peut nous affirmer son salaire. 147. Ça, voilà, évidemment, tu connais bien, 147, je ne suis pas membre du CNT. Vous pouvez aussi dire, si vous voulez bien, votre salaire, ce que vous gagnez par mois. Okay? Donc, des parlementaires qui gagnent autant, qui ne peuvent pas, de façon extraordinaire, tenir une session extraordinaire pour modifier uniquement ces dispositifs. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas une raison valable. En plus de ça, le gouvernement a eu le mois d'août, le mois de septembre, bientôt le mois d'octobre, dit ça. Donc, comme Albert vient de l'annoncer, ils vont en session demain, et j'espère qu'ils vont pouvoir modifier le plus rapidement, en une journée ou en 2 jours, ce dispositif pour qu'au moins que cette raison évoquée ne soit plus valable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une mise à jour du fichier électoral, c'est-à-dire tout simplement la mise à jour de juin en décembre. Parce que ce qu'ils disent pas, c'est ça la réalité. Parce que les élections référendaires ont été faites à la base du fichier de RAVEC. Et c'est le fichier de RAVEC qui a été détenu ou qui a été mis à la disposition de l'État. Dans les communiqués du gouvernement, c'est bien mentionné que depuis mars 2023 qu'il y a eu un problème. Et tout le monde sait qu'il y a eu une élection référendaire dans ces pays. Et tout le monde sait évidemment, suite à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, que les élections se sont tenues sans aucun problème. Donc cela veut dire que le fichier sur lequel les élections référendaires sont tenues, qui a été un fichier consensuel à la base certainement d'une concertation, où on sait bien évidemment que ce n'est pas un fichier assez propre, mais on s'est tous mis d'accord que maintenant il faut que nous partons, parce que nous voulons tous un Mali nouveau, et maintenant il faut que nous, ensemble, que nous faisons les premiers pas. Et nous avons fait ces premiers pas. Et dit ça, je rappelle que l'élection référendaire a été faite à la base de ces fichiers. Et vous voulez nous dire qu'entre juin et décembre 2023, qu'il va y avoir de nouveaux majeurs, qu'il va y avoir, je ne sais pas, des décès, et que ces statistiques vont impacter le fichier? Pour moi, ce n'est pas une raison valable de ça. Troisième raison, où, quand on lit bien le communiqué du ministre de l'administration territoriale, on apprend qu'ils ont pratiquement accusé une société étrangère, entre guillemets une société française, qui d'ailleurs est une société américaine. C'est une filiale, dont la filiale se trouve à Paris, mais c'est une société américaine, c'est ça la vraie vérité. Et que cette société nous a pris en otage, nos données, que je trouve extrêmement grave. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais ce que je veux dire seulement, moi j'ai lu le rapport du vérificateur général. Le rapport du vérificateur général dénote à peu près une quinzaine d'irrégularités, qui sont liées à des procédures internes au Mali. Mais le rapport n'a jamais incriminé le contrat. Le contrat qui s'est tenu entre l'État malien et cette société. Et dans le rapport du gouvernement, on note bien évidemment que l'État malien avait déjà payé 7 milliards. Et que l'État malien doit 5 milliards à cette société. Et que c'est à cause du fait de ne pas respecter cet engagement, de payer ces 5 milliards, que nos données sont prises en otage. Mais dis ça, mais c'est une honte absolue. C'est une honte absolue d'apprendre que nos données, les données à caractère individuel, vous donnez, les données d'Albert, mes données, sont à la disposition ou pratiquement confisquées à travers un mot de passe d'une société externe qui est en dehors du Mali, parce qu'on n'a pas pu payer les 5 milliards. Donc, pour cela, je profite pour que la haute autorité indépendante fasse des enquêtes par rapport à ces sujets. Maintenant, dit ça, l'autre point que je trouve que ces raisons ne sont pas valables. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté. On nous a fait croire que nos données sont à nos destinations, que nos données se sont à nos destinations. Moi, j'ai des interrogations. Les contrats
les nouveaux contrats avec les cartes biométriques. Ces nouvelles cartes biométriques sur lesquelles les membres du CNT ont tous reçu les cartes biométriques. Sur cette carte biométrique, la référence qui est là, c'est la référence du fichier électoral. Et maintenant, moi, je veux bel et bien savoir qu'on me dise quelle est la société qui a fait la carte biométrique. Qu'on nous mette à la disposition, comme on l'a fait, comme on a mis pratiquement tout le monde entier, il y a eu des inégalités, qu'on nous mette à la disposition l'ensemble des contrats qui sont exécutés avec cette société allemande et l'État malien. Et aussi, qu'on nous donne la possibilité de savoir quel est le montant. Pratiquement, ce sont nos impôts. Ce sont des impôts que nous payons qui vont payer ces sociétés. Donc aujourd'hui, on veut savoir tout ça dans la transparence, dans la vérité. Quand on va aller dans une logique de la transparence, de la vérité, on doit poursuivre toutes ces étapes. D'accord. Monsieur Camara, vos avis sur les 3 raisons techniques avancées dans le communiqué du gouvernement. Merci, Monsieur Dissa. Vous savez, moi je pense qu'il est extrêmement important qu'à chaque fois que les gens veulent prendre des postures, qu'ils évaluent quelles pourraient être les conséquences de tout ça, en fait. C'est toujours facile. Et moi, je l'ai dit bien avant aujourd'hui, je le réitère aujourd'hui. Il est tellement facile pour les spectateurs d'observer le match et de voir toutes les failles et de voir toutes les possibilités de but alors qu'on aurait raté, que si c'est les spectateurs qui jouaient le match, la victoire serait immédiate et facile. Donc de ce point de vue, moi je pense que nous devons très sincèrement, avec tout ce que ce pays a connu, avec toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, alors essayer de jouer balle à terre. Jouer balle à terre, à mon avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner ce privilège d'accorder à ceux qui ont la charge des hautes fonctions de l'État d'un préjugé favorable. On peut toujours, quel que soit le régime, moi je ne connais pas de régime dans l'histoire qui n'a pas failli ou qui ne soit pas critiquable. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Maintenant, quand on s'inscrit dans le confort de la critique, parce que c'est un peu ça notre histoire, à chaque fois que quelqu'un vient, on l'applaudit. Mais une fois qu'il est installé, il est combattu. Et pour ne pas dire que cette personne se retrouve dans la poubelle de l'histoire.